Donc un agenda qui est partagé en deux, donc qui va pas être facile à maîtriser, surtout au niveau du timing. Mais un agenda qu'on s'est dit, bah tiens, ça serait sympa de montrer quand même .NET et C++ et voir un peu les correspondances qu'il y a maintenant entre ces deux langages. D'accord ? Entre ces deux plateformes, que ça soit .NET, je sais pas, quand je dis .NET, c'est à la fois C#, VB, F# et autres si jamais. Donc première chose qu'on va regarder, c'est de faire un petit rappel en fait sur la TPL et la PPL du côté C++. TPL, Task Parallel Library, PPL, Parallel Pattern Library. Tiens, ça y est. Ensuite, on va regarder très rapidement les nouveautés de 4.5. Par exemple, la synchroniste, TPL Daflaflow. Il y en a plein. Il y en a une qu'on ne pourra pas vous montrer ici, mais ce sont les performances. C'est vrai que on a mesuré, surtout dans nos labos là-bas à Redmond, on a mesuré les différences de performance. Ils ont beaucoup travaillé sur ces performances. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réarchitecturé de façon vraiment très fine et très pointue, qui n'a aucun intérêt à vous expliquer. D'ailleurs, il y a un excellent document qui en parle, document de Stephen Toub, qui est un des architectes de la TPL, sur lequel vous pourriez voir exactement ce qu'ils ont fait. On déplace une donnée membre dans une structure, etc., etc. Et puis, quelques nouveautés au C++, par exemple, on va avoir la notion de futur, de task, de continuation aussi. Vous avez eu l'habitude dans .NET d'avoir cette continuation. Quelques algorithmes, et j'avais mis comme ça en astérix C++ AMP pour vous signaler qu'il y avait une session propre à cette technologie qu'on ne verra pas aujourd'hui. J'ai aussi volontairement enlevé les outils. Pourquoi ? Parce que les outils ne sont pas encore prêts dans la version que j'ai ici, parce que je ne peux montrer que Visual Studio 11, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un sniper qui m'attend, je ne peux montrer que le Visual Studio 11 qui arrive de la build, donc c'est-à-dire de septembre dernier, donc qui est relativement ancienne, et donc il y a quelques outils qui marchotent, mais on pourra en faire référence peut-être en fin de session. Ce qui est intéressant de voir, c'est un petit peu ce qu'on nous propose Visual Studio 2010. Si vous avez l'habitude de le voir, vous connaissez, je dirais, ce diagramme où on a effectivement link parallèle, donc pour faire du parallélisme déclaratif. En gros, c'est relativement simple. On a des méthodes d'extension de type .as parallèle, et puis parallèle link va savoir automatiquement paralléliser de façon magique un petit peu sur différents cœurs. Je dirais que c'est même peut-être la seule chose qu'on n'a pas en C++. Et puis on a le Task Parallel Library, où on a cette fameuse notion de tâche, où on a répété depuis quelques années. Maintenant, il est préférable d'utiliser en fait cette notion, les tâches. Pourquoi ? Parce que c'est un environnement beaucoup plus structuré, beaucoup plus contrôlé que l'environnement de type thread, qui est véritablement ce qu'on utilise d'habitude quand on fait un développement multithread, mais qui est de temps en temps relativement incontrôlable lorsque ça part un petit peu dans tous les sens. Puis de l'autre côté de la barrière, on avait ce qu'on appelle le Parallel Pattern Library dans C++, alors qui se base, peu importe, sur un concurrency runtime qui est capable de faire de l'allocation dynamique de ressources. Ça, c'est pas le problème aujourd'hui. Et puis, on avait aussi ce qu'on appelle les Async Agent Library qui permettent de mettre, de développer des espèces de réseaux, de networks, d'agents qui permettent de communiquer de façon simple entre eux, et ceci de façon asynchrone et parallèle. Donc voilà. Ensuite, on avait nos deux outils, le Parallel Debugger, le Stack et le Task, on pourra le voir rapidement. Et puis un Concurrency Visualizer, c'est intéressant. Ce Concurrency Visualizer nous permettait de voir, en fait, d'avoir plusieurs vues de l'utilisation de nos CPU à un instant T, de la charge de ces CPU, de la charge des tasks, de savoir où se trouvaient véritablement les points chauds, les hotspots, et de pouvoir déterminer où éventuellement les problèmes se situaient parce qu'on voyait des beaux graphes, etc., etc. Bien. Alors pourquoi en fait des librairies, et ça je vais passer assez rapidement sur ce slide, mais pourquoi des librairies en fait de haut niveau ? Pour plusieurs choses. C'est vrai que quand on développe en mode multithread, alors là, quand je dis en mode multithread, c'est-à-dire en utilisant l'unité la plus petite pour l'exécution de Windows, qui est le thread,
il peut arriver que lorsque on développe, on mette en place une plomberie relativement compliquée avec des objets de synchronisation qui nous emmènent à un moment donné à des bugs non déterministes du style les deadlocks, les rest conditions. Donc des bugs relativement compliqués à débugger et surtout un code qui devient de plus en plus complexe. Complexe dans le sens où ce que je veux véritablement faire est englué dans une plomberie qui, en toute mesure, je veux dire, j'ai pas envie de la connaître véritablement. D'accord ? Par exemple, lorsque je veux commencer à développer en parallèle et éclater une boucle sur plusieurs processeurs, là, la mécanique du thread, donc si j'utilise que le thread, commence à devenir un petit peu compliquée. Comment j'éclate en fait mon job sur plusieurs processeurs? Quels vont être les partitionnements que je vais utiliser? Est-ce que c'est un partitionnement dynamique, statique? Il va falloir que je sache combien j'ai de processeurs, il va falloir combien j'ai de données, etc., etc. Il va falloir que j'utilise des objets de bas niveau, événementiels, Win32 ou autres, des verrous, etc. Donc je vais engluer véritablement mon code dans quelque chose de pas forcément très simple en fait à maintenir, mais surtout pas forcément très simple à évoluer. Je suis pas sûr que mon code que je fasse en multithread, il va monter à l'échelle lorsque, c'est-à-dire, il sera scalable, on va dire, il sera performant lorsque je vais avoir deux procs, ok, 4, pourquoi pas, mais 8, 12, 24, je sais pas. Je suis pas persuadé justement que je vais avoir des petits problèmes à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que j'aurais tendance sans doute à réinventer la roue dans des algorithmes, alors que si je fais appel à des librairies qui ont été éprouvées depuis quelques années maintenant par des équipes de spécialistes, parce qu'après tout, si on pouvait développer qu'en synchrone, on le ferait. Hein, pourquoi on s'embêterait en fait à essayer aujourd'hui de mettre 2 mots-clés A5 et E8 pour développer en séquentiel? C'est justement parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec toute cette plomberie. Mais là, c'est un petit peu ça. On veut faire appel à ces librairies parce que c'est des librairies qui sont optimisées depuis quelques années. Et puis on dit aussi, par exemple, l'exploitation de la plateforme. Ça, c'est le dernier point. Ça peut être exploitation, effectivement, des fonctions intrinsèques à Windows. Alors, vous savez qu'avec Windows 7 64 bits, on sait gérer 256 cœurs. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces 256 cœurs, si vous avez une machine de 156 cœurs, sont regroupés, pas tous les jours, hein, mais ça peut arriver, sont regroupés par des nœuds de 64 cœurs. Et quand on développe en multithread et qu'on va passer au-dessus d'un nœud, il faut faire appel à des API propres pour pouvoir se dire je vais adresser le 65e cœur. Pareil pour tout ce qui est gestion de NUMA, de la mémoire NUMA, par exemple. Eh ben, sachez qu'avec la PPL, donc les librairies C++, c'est elle qui va faire ça pour nous. Autre chose aussi, par exemple, un petit truc assez sympa qu'on peut sans doute, éventuellement, arriver à déterminer, c'est carrément au niveau du processeur. On imagine, par exemple, 2 threads complètement différentes qui travaillent sur une donnée en mémoire complètement différente. On est d'accord ? Bon. X et Y. Il se trouve que X et Y, lorsque vous allez les écrire, elles vont être écrites dans la même ligne de cache du processeur. Qu'est-ce que va faire le processeur ? Eh bien, il va mettre un verrou parce qu'il ne peut pas y accéder simultanément. Il est obligé lui-même de mettre un verrou. D'accord ? Par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, on essaye d'imaginer qu'on fait son propre container, sa propre liste, vectoriel ou pas, qui justement va gérer les verrous. Je suis pas sûr qu'en interne, ça va pas se passer comme ça au niveau du système d'exploitation. Et au niveau du processeur, pardon. Et donc du coup, vaut mieux utiliser les containers qui sont prévus à cet effet plutôt que de redévelopper en fait notre propre librairie. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça qui permettent de se dire, en fait, l'objectif et les apports, c'est de simplifier la vie du développeur. Alors attention, quand on dit simplifier la vie du développeur, ça ne veut pas dire qu'on simplifie le développement parallèle, qui reste quand même relativement complexe. Je suis resté un petit peu longtemps sur cette slide. Maintenant, on va attaquer avec Erwan, une première démo sur le Task Parallel Library pour montrer à ceux qui n'ont pas vu comment ça fonctionnait ou ce que c'était. Donc, tu vas nous... Voilà. Tu vas nous détailler. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer la démo sur l'utilisation de la TPL avec une application qui s'appelle les N-Bodies. C'est une application qui est utilisée pour simuler les interactions entre un nombre d'objets
que l'on fixe au départ. Ça pourrait être par exemple des interactions gravitationnelles entre objets, et on va pouvoir donc voir ce que ça donne. Alors c'est une application assez visuelle, je vais revenir sur le code plus tard, on va commencer par montrer à quoi ça ressemble. Alors on va préciser un nombre d'objets sur lesquels on va lancer la simulation. On commence par un algorithme séquentiel et on démarre. Voilà, donc on voit effectivement ces objets qui interagissent les uns avec les autres. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque point vert à l'écran, ou chaque petit cercle à l'écran, c'est un objet et il va interagir avec tous les autres objets. Donc il va s'appuyer sur les positions de tous les autres objets pour déterminer sa vitesse à un instant t plus 1. Donc là, on a effectivement une complexité algorithmique qui est en n fois n sur 2, donc une complexité algorithmique en n2. Et on va voir ça dans le code, on va voir effectivement les doubles boucles un petit peu plus tard dans le code. Un autre aspect à souligner, c'est que en bas à droite, on a les informations de taux de rafraîchissement de l'image. Donc là, par exemple, 32 frames par seconde, ça indique le nombre d'images que l'application est capable de calculer. Et cette performance, si l'on peut dire, va baisser lorsqu'on augmente le nombre d'objets à l'écran. Donc là, on passe de 2000 à 3000. On redémarre la simulation. On est passé de 32 images par seconde à 15. Et plus on augmente le nombre d'objets, plus ce taux de rafraîchissement va baisser. Donc là, on est à 15 images par seconde. Ça commence à devenir un peu lent, un peu saccadé. Déjà, c'est pas terrible. Ce qu'on va voir aussi au niveau de l'utilisation de la CPU. Donc, je vais enlever les informations inutiles. Donc là, c'est une machine quad-cœur et grosso modo, elle est utilisée à une quarantaine de % de ses capacités totales. Donc conceptuellement, on va avoir le calcul de position des différents objets qui va tourner sur un cœur à 100% et un autre cœur qui va être utilisé pour les fonctionnalités d'affichage. Et c'est à peu près tout. Le reste de la puissance CPU reste disponible, mais elle n'est pas utilisée pour mon application. Donc ça, c'est le problème principal qu'on essaye de résoudre dans la TPL, c'est justement de mettre à la disposition des applications toute la puissance de calcul disponible sur les machines modernes et qui sont multicœurs. Alors si on regarde l'algorithme lui-même, on se penche sur l'algorithme séquentiel pour commencer. Donc là, on voit bien effectivement la double boucle dont je parlais. Donc c'est optimisé, c'est-à-dire que la deuxième boucle va partir de l'objet courant jusqu'à la fin de mon tableau d'objets, d'où la complexité en n fois n sur 2. Ensuite, on va faire nos différents calculs. Donc en particulier, on va mettre à jour les positions de tous les objets, les vitesses de tous les objets en fonction de la position de tous les autres objets. Une fois qu'on a déterminé les vitesses pour chacun de mes objets, on va mettre à jour les positions. Donc, algorithme très simple, je pense qu'on pourrait l'écrire à l'université sans problème, en deuxième ou en troisième année assez facilement. Lorsque l'on parallélise cet algorithme avec la TPL, donc on retrouve vraiment, je dirais, les fonctionnalités de base de l'algorithme séquentiel. La grosse différence, c'est que l'on a rajouté la première boucle la plus externe par un parallèle fort. Et donc, de par la syntaxe du parallèle fort, le cœur de la boucle est devenu un lambda. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est que, effectivement, ces tâches vont s'exécuter ou pas, donc ces tasks vont s'exécuter ou pas sur différents threads. Pour optimiser les calculs et minimiser le nombre de verrous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser des informations locales à chaque thread. Donc on a un petit peu modifié le calcul de manière à ce que chaque tâche ait son propre tableau d'écart de vitesse. Et ensuite, chaque tâche va calculer l'écart de vitesse des points sur lesquels il travaille. Et ensuite, on va consolider ces écarts de vitesse dans le tableau des vitesses globales qui est partagé par toutes les tâches. Et ça se fait avec un verrou, bien sûr. Et au final, donc, tout comme dans l'algorithme séquentiel, on va mettre à jour nos coordonnées d'objets. Donc, qu'est-ce que ça donne en pratique? Alors, je vais quand même souligner avant de repasser à la démo qu'effectivement,
Bon, la beauté de la TPL, c'est comme Eric l'a souligné, c'est de limiter le code de plomberie. Donc on peut imaginer assez facilement écrire ce type de code en créant des threads manuellement, en les synchronisant, en faisant des copies de données, etc. Ce serait vite ingérable, ce serait difficile à maintenir, il y aurait beaucoup de plomberie, on arriverait difficilement à retrouver la logique de l'algorithme au final. Alors qu'en utilisant le parallèle fort, effectivement, on a, je dirais, un code parallèle qui reste assez propre. Donc si on revient à la démo, on en était resté à 3000, si je me rappelle bien. 3000 objets. Alors en séquentiel, on avait un taux de rafraîchissement qui était de 15 images par seconde environ. Si on le passe en parallèle, donc là on va exécuter le code parallèle qu'on vient d'inspecter, on passe effectivement à 40, 39, 40 images par seconde. Donc on a un gain de performance proche de x3. Et ça va se voir sur l'utilisation de la CPU qui est passée à 100%. Donc maintenant, tous les cœurs disponibles sur la machine contribuent à calculer les positions de mes différents objets. À remarquer que c'est un quad-cœur, on n'arrive pas à x4 en termes de performance, pour deux raisons. La première est qu'effectivement, j'ai quand même besoin de ressources CPU pour faire le calcul d'affichage graphique. Donc ça va pénaliser mon calcul de position d'objet. Deuxièmement, on a quand même rajouté un surcoût algorithmique en ayant à combiner les écarts de vitesse calculés par tous les threads. Donc ça, c'était une complexité qu'on n'avait pas dans l'algorithme initial. Donc ça va un petit peu pénaliser les performances aussi. Mais globalement, on a quand même un résultat qui justifie l'exercice. Donc voilà pour la présentation des N-bodies. Une autre fonctionnalité très intéressante dans .NET 4.5, c'est à voir avec l'asynchronisme. Alors jusque-là, on a vraiment regardé des fonctionnalités qui étaient disponibles dans .NET 4.0. L'asynchronisme est nouveau dans .NET 4.5 et à mon sens, c'est la fonctionnalité la plus importante qui soit disponible. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que ça va révolutionner la manière de développer des applications asynchrones. Alors, si on regarde en .NET 4.0, la manière de créer une méthode qui va faire de la copie de fichiers, donc une méthode très simple, on a 4 lignes de code. Donc ça marche très bien. Le synchronisme va impliquer que l'appelant va rester bloqué jusqu'à ce que la copie de fichier soit terminée. Donc si l'appelant est un thread graphique et que la copie de fichier prend 10 secondes, ça veut dire que pendant 10 secondes, l'utilisateur ne va pas pouvoir utiliser l'interface graphique. Ce n'est pas acceptable. La manière simple de paralléliser, de rendre ce code asynchrone en .NET 4, ça va être d'encapsuler le code de la fonction dans une tâche. Donc là, on va créer une tâche. On voit bien effectivement le code de copie de fichier qui reste à peu près le même, hein, et ça reste simple à maintenir, simple à écrire. Les inconvénients sont un peu plus subtils. Donc l'inconvénient de ce code, il est double. Alors le premier, c'est que, comme on l'a dit précédemment, une tâche peut ou pas s'exécuter dans un thread. Mais si elle s'exécute dans un thread, ça veut dire que là, on va créer un thread qui, d'un point de vue système, va se retrouver essentiellement à attendre sur les entrées-sorties disques, qui sont très lentes. Donc c'est un thread qui attend. Si c'est du code qui s'exécute sur un serveur, ça va vite poser problème parce que les threads sont des ressources assez limitées qu'il faut utiliser avec parcimonie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème de ce code, c'est un petit peu subtil aussi, c'est que si effectivement dans ce code on souhaitait faire des mises à jour graphiques par exemple sur le thread graphique, cette tâche s'exécute dans un thread différent. Donc maintenant, pour pouvoir interagir avec le thread graphique, il faut utiliser des mécanismes de begin invoke ou utiliser des schedulers pour pouvoir accéder au thread graphique. Ça se fait très bien, mais c'est du code de plomberie supplémentaire. Et comme Eric l'a dit, on essaye de minimiser le code de plomberie au maximum. Alors, la manière efficace, très efficace d'écrire ce type d'algorithme en .NET 4.0, donc toujours 4.0, c'est effectivement d'utiliser un pattern d'asynchronie tel qu'il est disponible en .NET 4.0 avec les méthodes begin, end. Donc là, en l'occurrence, begin, read, end, read, begin, write, end, write.
avec un e-async result qui va passer à la fonction de terminaison et qui va indiquer le statut du résultat. Donc ce code est non seulement très coûteux à écrire, mais il est très difficile à maintenir puisqu'on ne voit plus la logique originelle du code séquentiel de 4 lignes en fait. Donc là maintenant on a un code extrêmement complexe qui va nous coûter une fortune à maintenir. Alors en .NET 4.5, la manière dont on résout ce problème d'écrire du code qui soit à la fois optimisé mais aussi simple à écrire et à maintenir, c'est en introduisant les concepts d'asynchronisme, donc les mots-clés async, await. Alors, si on compare rapidement le code en haut séquentiel avec le code en bas asynchrone, on voit qu'il y a très peu de différences. Essentiellement, je vais me permettre de les souligner. Essentiellement, on utilise le mot-clé async pour définir la méthode asynchrone. Et ensuite, on va utiliser des await dans le code source pour chaque opération que l'on souhaite exécuter de manière asynchrone. Alors, je vais creuser un petit peu dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire au niveau du compilateur, qu'est-ce qui va se passer. Lorsque le compilateur va voir une méthode async, il va dire « Ah, ça c'est une méthode qui est asynchrone et qui est candidate pour être découpée. » Donc et c'est ensuite ce que le compilateur va faire au moment du await. Ce await ici va être traduit par le compilateur par un return. Et vous remarquez que le code de retour du copy stream to stream async, c'est une tâche maintenant. Donc, comme le disait Eric un peu plus tôt, la tâche est devenue le concept unificateur de toute unité de travail qui est en cours d'exécution et qui n'est pas encore finalisée. Et donc, en fait, le compilateur va remplacer cet appel par un return de manière à ce que l'appelant puisse reprendre la main. Il va récupérer une tâche en retour. Lorsque cette tâche asynchrone, cette tâche de lecture asynchrone va se terminer, le runtime va ensuite appeler la deuxième partie de la méthode, donc qui aura été placée dans une méthode séparée, et ce code va redémarrer ici sur le await destination write async. Donc là, il se trouve que le code de continuation est lui-même un code asynchrone, et donc du coup, la méthode va encore une fois de plus retourner la tâche en cours, et de manière asynchrone, ce code va se dérouler de la sorte. Donc là, c'est une vue, je dirais, d'assez haut niveau. Derrière, autant dire que si on essaie d'écrire ce type de code à la main, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est très complexe, le compilateur va générer du code lui aussi assez complexe, donc avec des machines d'état pour savoir dans quelle boucle on se trouve à un instant donné. Et on va avoir cette complexité qui va toujours être présente, mais qui va être gérée par le compilateur, plutôt que par le développeur. Donc c'est probablement la plus grande nouveauté, je dirais, du .NET Framework 4.5. Alors, moi, c'est bon. Ça fait une demi-heure que je dors, donc il faut que je m'arrête. Moi, je voudrais vous faire une petite démonstration en fait là-dessus. C'est vrai que pour ceux qui sont intéressés d'aller voir un peu ce que le compilateur génère, un petit coup de ILDASM ou de Reflector, et vous allez voir véritablement le code qui est généré derrière le async await. Alors, on va prendre un petit bout de code. Alors non, ça c'est pas ça, c'est CPP. On va prendre un petit bout de code, voilà. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement accéder à un service de traduction en ligne, par exemple, pour traduire un texte. Donc, première chose. Et ensuite, une fois que j'ai ce texte, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un service qui me transforme le texte en une synthèse vocale. D'accord ? Alors, pour ce faire, maintenant, je passe pour ceux qui étaient en plénière, on peut ajouter, en fait... Non, pardon, pas du tout là. On va pouvoir ajouter, en fait, un nouveau... on va pouvoir ajouter, je vais y arriver, hein, un nouveau de type... un service, un proxy de type basé à base de tasks. Par exemple, en cochant, en fait, Generate Task Base Operations. Donc ça va nous générer, en fait, toute la mécanique, en fait, des proxys, justement, avec cette nomenclature de méthodes qui finit par A5. Si je veux à l'ancienne, je peux le faire, hein, si j'ai toujours envie de le faire. Bon, là, je génère mon proxy, et donc, du coup, je vais me retrouver avec des méthodes qui, comme celle-là, je ne sais pas si tout le monde la voit, se finissent par
finissent par A5. D'accord ? Donc l'idée, c'est de se dire, moi j'aimerais bien faire de l'asynchronisme. Ok ? Donc première chose que je fais, je me dis tiens, pour pas polluer en fait pour éviter de figer mon interface, je vais démarrer une tâche. Et regardez ce que j'utilise ici. J'utilise le mot-clé A5 dans une lambda. C'était juste pour vous montrer que on peut très bien utiliser ce couple, hein, A5 await, dans une lambda. Ensuite, il faut que je synchronise avec le thread appelant, hein, le thread principal, parce que ce que je voudrais, c'est afficher le résultat de ma traduction. Qu'est-ce que je fais pour ce faire ? J'utilise un scheduler un petit peu particulier, qui est from current synchronisation context. Je ne sais pas si vous connaissez en fait l'objet synchronisation context qui permet de poster ou d'envoyer en fait à la thread principale des informations ou d'exécuter un delegate pour pouvoir faire de la synchronisation. Mais là, je vais l'utiliser directement et je vais pouvoir synchroniser mon résultat et l'afficher. D'accord ? Sinon, tout objet qui est créé dans la thread principale ne peut être accédé que par cette thread. Donc j'aurai une erreur. Sauf que le problème, ce code, je le trouve très alambiqué. Il marche, il n'y a aucun souci. Ce code, je le trouve très alambiqué. J'ai quand même utilisé A5 et await. Mais ce n'est pas véritablement ça qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce qu'il est trop complexe encore. Même si j'utilise le couple A5 await. Ce qu'on va faire, on va tout simplement faire exactement ce que nous dit en fait Erwan depuis tout à l'heure. Je vais enlever tout ça. Je vais exécuter, alors pas celui-là, on va mettre hop, je sais pas si tout le monde voit bien, ça je vais l'enlever, ça je vais l'enlever, en fait je vais carrément même le supprimer, pour que ça soit beaucoup plus clair, je le supprime, je dis c'est plus un résultat mais c'est traduit que je veux, et je vais vous expliquer. Donc là, du coup, je me retrouve dans un code qui est écrit séquentiellement, hein, qui ressemble à du code séquentiel, mais qui va s'exécuter de manière asynchrone. Me manque une petite chose là. Me manque de dire, il faut peut-être que je mette quoi ? A5 ici. Hop, on ne va pas le mettre en majuscule. Donc du coup, c'est que j'exécute ça. Attention. Qu'est-ce que je fais ? Je demande à traduire, et ensuite, je demande à... je ne sais pas si tout le monde voit bien. Je demande à synthétiser. On y va. J'exécute. Qui veut dire bonjour et bienvenue au Tech Days 2012 en coréen. D'accord ? Alors, non, c'est pas, il n'y a pas de car lesquels on va essayer en US. Est-ce que ça marche ? Non. C'est en polonais. Non, mais c'est un petit hommage à ma femme qui me regarde, salut, qui est polonaise. Pas facile tous les jours. Witaj I zapraszamy do Tech Days 2012. Ça veut dire file dans ta chambre. Voilà. Donc vous voyez comment très rapidement je peux modifier un code qui somme toute fait de l'asynchronisme avec cette pattern de continuation qui est connue. Autre chose aussi qu'on oublie très souvent de vous dire, c'est que la gestion des erreurs, je peux très bien faire un try catch, et l'erreur qui se passerait dans une méthode asynchrone, je la catcherai aussi de manière plus ou moins séquentielle et synchrone. C'est ça aussi l'intérêt du modèle asynchronisme. OK ? Donc, nouvelle fonctionnalité, effectivement, .NET 4.5, donc on y revient. Le task.run qui est introduit, qui prend la place du task.factory.startNew. Donc ça fait partie des méthodes en fait, qui supportent l'asynchronisme. Hyper important lorsqu'on veut développer... Ah, je crois que t'es off. Hyper important lorsqu'on veut... Bon, d'accord, il y en a aucun. Hyper important lorsqu'on veut développer sa propre méthode asynchrone. On retourne en fait un task de cette manière-là, et comme ça, on peut aussi faire partie de cette aventure async await quand on a développé notre propre code. Voilà, c'est tout. Ça marche. Tout à fait.
Task.delay qui tout simplement va créer une tâche qui va attendre un certain nombre de millisecondes. Task.configureAwait, donc on a vu que le mot-clé await qui peut être configuré de certaines manières en utilisant task.await. On a aussi les méthodes de continuation, donc continue with, when all, when any, qui sont disponibles. Donc when all, when any sont nouvelles, continue with reprend, je dirais, ce qui existait dans 4.0. Et task.fromResult qui permet de retourner une tâche à partir d'un résultat déjà calculé. Donc when all, when any. Donc j'ai une petite démo pour vous montrer comment on peut utiliser ces méthodes de task. Donc il s'agit de code très simple. Là, ce qu'on veut faire, c'est compter le nombre de fichiers JPEG qu'on a dans certains répertoires de notre disque dur. D'accord ? Rien de très excitant. Ce qui va être plus intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne en asynchrone. Donc on commence par écrire un message sur la console. On va ensuite appeler notre méthode asynchrone. Cette méthode asynchrone va retourner immédiatement et va nous retourner une tâche qui elle-même va encapsuler un résultat. Jusqu'à ce que cette tâche se termine, ce qu'on va faire, on va afficher une forme de progression, donc des points qui vont s'ajouter à l'écran. Et lorsque la tâche est terminée, on va à ce moment-là afficher le résultat qui est le nombre de fichiers JPEG trouvés dans tous les répertoires qu'on a inspectés. La manière dont on a écrit le count photo async, donc c'est une méthode async qui va utiliser des méthodes synchrones. Donc celles-là, ce sont des méthodes complètement synchrones et on va les encapsuler justement dans des tâches en utilisant le task.run que l'on a vu tout à l'heure. Donc là, effectivement, on a l'inconvénient d'avoir des tâches qui sont créées qui attendent juste sur des entrées-sorties. Dans notre cas précis, on n'a effectivement pas d'équivalent asynchrone encore pour le getFiles. Ça viendra peut-être dans le futur. Une fois que l'on a créé nos tâches, on va ensuite attendre que ces tâches se complètent dans un await, ce qui veut dire que le compilateur, à ce moment-là, va retourner la main à l'appelant. Et lorsque que toutes ces tâches sont terminées, on va calculer la somme des fichiers et on va afficher le résultat. Donc c'est très simple. On va l'exécuter maintenant. Alors. Oh, pardon. Il est déjà en train de s'exécuter. Bah, très bien, il s'est exécuté en arrière-plan. On va le réexécuter. Ça va aller beaucoup plus vite cette fois-ci. Voilà, donc on voit effectivement nos points qui progressent. Ça veut dire qu'effectivement la fonction principale est en train de s'exécuter. Et au final, lorsque le résultat est disponible, on peut l'afficher. Voilà. Donc ça, c'est pour le when all. Alors, si on passe... donc pour illustrer le when any, ce que je vais faire, je vais introduire la notion de timeout dans cette recherche. Donc on a effectivement des tâches qui parcourent le disque dur. Ce qu'on voudrait à un moment donné, c'est s'assurer que ça termine. Donc on va ajouter la notion de timeout. Alors pour ça, on va commenter ce code. J'aurais préféré le taper parce que c'est assez parlant, mais on a énormément d'informations à vous donner. On est un peu en retard, comme d'hab, quoi. Ouais. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est que le code précédent est présent dans une tâche, donc il est là, et je l'ai juste encapsulé par une nouvelle tâche qui s'appelle countTask et qui est une lambda async, donc comme Eric l'a mentionné tout à l'heure. On va créer une deuxième tâche qui va utiliser un delay de 2 secondes. On va considérer que c'est notre timeout. Et on va ensuite attendre que n'importe laquelle de ces deux tâches se complète. Lorsque c'est le cas, on va inspecter laquelle de ces tâches s'est complétée. Si jamais c'est la timer task, dans ce cas-là, on va afficher un message timeout et on va retourner le nombre de fichiers trouvés comme étant 0. Dans le cas contraire, on va retourner le résultat de la tâche de comptage. Donc, si on l'exécute, on va voir effectivement au bout de 2 secondes que l'on a un timeout puisque la recherche de fichiers prend plus que 2 secondes dans notre cas. Donc voilà l'illustration des fonctionnalités when all, when any, comment est-ce que ça peut s'utiliser.
Alors, donc, à but de démo, là, en fait, j'ai laissé la tâche de comptage continuer à s'exécuter. Mais ensuite, effectivement, une fois que la tâche de timer s'est déclenchée, on va pouvoir effectivement positionner un événement pour indiquer à la tâche principale de se terminer. La tâche de comptage de se terminer. Pas trop méchant, Loïc, attention. Alors voilà, je voudrais continuer par une nouveauté qui arrive dans .NET, dans .NET 4.5, qui s'appelle TPL Dataflow. On sait qu'on a différents modèles de programmation. On l'a vu, on peut avoir des modèles de programmation en tâches. On va découper en fait notre algorithme en différentes tâches, plus ou moins grandes, plus ou moins performantes, plus ou moins longues, où on va faire une décomposition plutôt géométrique de nos données ou faire un mix des deux. Mais une troisième modèle de programmation parallèle qui est arrivé en fait avec C++, c'est le modèle agent, c'est de se dire en fait qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un modèle en flux de données, en pipeline, en réseau, c'est-à-dire que je vais avoir une tâche qui va s'exécuter, et puis pendant qu'elle est en train de s'exécuter, elle a fini par exemple, il y a un ouvrier qui a fini de souder le pare-choc. Eh ben, la voiture, la carrosserie continuait à avancer, pendant que l'ouvrier qui a soudé le pare-choc en soude un nouveau. Le deuxième ouvrier va souder autre chose, va mettre des roues, enfin peu importe, etc., etc. Comme ça, on va avoir un enchaînement en pipeline. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'attend pas que la fin d'exécution d'une tâche pour en commencer une nouvelle. Donc on peut imaginer comme ça pas mal d'algorithmes. Par exemple, un algorithme, une pattern connue qui est producteur-consommateur, qui pourrait se mettre en place comme ça. On pourrait le faire directement avec des threads, on pourrait le faire directement avec des tâches. Mais pourquoi ne pas utiliser en fait ce que maintenant le framework .NET nous apporte, c'est-à-dire TPL Dataflow. Alors TPL Dataflow, c'est une nouvelle librairie. Il y avait eu une CTP, comme il y a eu une CTP avec Visual Studio 2010 sur A5, une CTP qui permettait de manipuler TPL Dataflow. Alors c'est quoi ? C'est simplement un certain nombre de blocs qui vont se lier ensemble, d'accord, pour former une espèce de réseau. D'accord ? Alors vous allez avoir différents types de blocs. Vous allez avoir des blocs actions qui n'ont que pour vie en fait une action particulière. On va avoir des blocs de type buffer, des blocs de type broadcast pour broadcaster. Ces blocs en fait vont pouvoir envoyer des messages à d'autres blocs, et ceci de façon compartimentée. C'est-à-dire qu'on va éviter de partager en mémoire une donnée, par exemple un état, qui, on le sait, quand on commence à partager un état en mémoire lorsqu'on développe en parallèle, devient de plus en plus difficile à débugger et sujet à erreur. Alors, toute cette bibliothèque à base de blocs, effectivement, repose sur des principes qui ne sont pas nouveaux, principes qu'on a nous copiés de CCR de Microsoft, en fait, de Microsoft Robotics, qui implémenter ça déjà depuis pas mal de temps. Aussi d'un projet qu'on avait en incubation qui s'appelait Axum, qui était une espèce de langage de programmation qui permettait justement ce type de programmation à base de pipeline. Alors, comment ça fonctionne en gros ? Imaginons ici, vous voyez, j'ai un bloc action. Bloc action hyper important qui prend un int en entrée. Et puis, je vais poster des messages sur ce bloc. Vous voyez, alors ça pourrait être poster des messages à partir d'un autre thread. Donc, je suis en train de poster des messages. Donc, je vais les mettre en file d'attente. Et puis, chaque message, en fait, est utilisé, processé par le bloc. Une fois que c'est fini, voilà, je processe les messages. Donc, vous voyez, c'est en file d'attente. Une fois que c'est fini, on attend. Il y a le cinquième qui va arriver. Le voilà. Et je le processe. Quand je vais lier ces types de blocs, je vais pouvoir justement créer une espèce de réseau. Moi, ce que je veux faire, c'est plutôt vous faire une petite démonstration pour montrer quel type de bloc on a. Alors, hop. Ça, c'est la démo finale. C'est the démo finale. Donc, tous les blocs, voilà. Donc, je vais vous montrer déjà comment on va mettre en action un premier bloc. Donc, on va aller voir. Le voilà. Donc, démo action bloc. Donc là, c'est la démo que je vous ai montrée, d'accord ?
Donc, je vais créer en fait un bloc de type action, vous voyez. Donc, ce bloc sera complètement indépendant. En règle générale, c'est le bloc, c'est l'état final en fait de mon réseau. Hein. Et puis, je veux afficher un message, bon n'importe quoi, et je vais lui poster en fait des données. C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Donc, si je l'exécute, normalement, je devrais recevoir, voilà. Ça va tellement vite que, donc de façon séquentielle, donc il reçoit mes données. Je peux même l'arrêter à un instant T, hein, en disant bah tiens c'est fini, donc le bloc ne reçoit plus rien. Bon ça c'est, je dirais c'est l'élément le plus petit. Allons voir un petit peu un autre bloc qui est le buffer block. Ce buffer block, on peut imaginer lier deux buffers entre eux et dire il y en a un je vais envoyer des données. Et l'autre, je vais les recevoir. D'accord? Donc on y va. Ça se trouve, ça ne va pas du tout être ça, mais c'est pas grave. Ben voilà. Là, j'ai mon buffer block. Donc ce buffer block, regardez, il prend une chaîne de caractères. Je veux lui poster en fait des messages. Donc ces messages, ils sont postés dans une file d'attente, d'accord? Et ce que je veux faire, c'est afficher ces messages, d'accord? On peut imaginer que c'est un message, je sais pas, je suis en train de parcourir le disque sur un répertoire particulier parce que je voudrais l'envoyer à un bloc action, par exemple, qui va, lui, les traiter pour les crypter. On va voir ça plus tard. Ben, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais lui lier un bloc action, d'accord? Je vais lui lier de cette manière-là. Je vais commencer, en fait, à créer mon réseau de blocs. Donc, qu'est-ce qui se passe ici lorsque je le lis? C'est que si j'exécute ça, il a reçu en fait le message. Alors là, vous ne voyez pas très bien, effectivement, je vois dans les yeux, il dit, oui, il va où là? Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait. Alors, on va aller voir un dernier petit bloc. Alors ça, c'est le transform bloc. On peut transformer un bloc, voilà. Par exemple, je vais aller voir ce bloc-là. Ce bloc-là, par exemple, le transform bloc, on imagine un outil, par exemple, qui veut mettre plusieurs blocs les uns avec les autres. D'accord? C'est un outil graphique. On imagine un outil qui veut mettre des blocs, entrées. Sauf que en entrée, je vais avoir, par exemple, deux chaînes de caractères, ou un int et une string. Et en sortie, je voudrais un stream, par exemple, et un int, par exemple, ou un bool. D'accord? Donc il faut que je passe par un bloc de transformation qui va justement transformer le type en un autre type. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je crée mon bloc buffer, je crée un bloc action qui sera mon bloc terminal, je crée mon bloc de transformation et derrière je crée mon réseau. D'accord? Donc, je suis en train de lier en fait chaque bloc entre eux et je suis en train de poster en fait directement le message. Vous voyez ça, on peut commencer en fait à définir en fait un certain nombre d'algorithmes et arriver, c'est là où je voulais en venir, arriver à des choses un petit peu plus complexes. Alors on va pas regarder le code, mais on va regarder le résultat. Je vais l'exécuter. Là, on croise les doigts parce que c'est moi qui le développe. Qu'est-ce que je veux faire là? Ce que je veux faire, c'est que je veux en haut un agent, un bloc, un bout de code qui parcourt le disque. Donc il fait un browse du disque. Cet agent-là, je le veux complètement indépendant des autres. Qu'est-ce qu'il utilise? En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt et il retourne une chaîne de caractères qui sera le chemin d'accès au fichier. D'accord? Ensuite, je veux qu'il l'envoie en fait à un autre agent qui, lui, va prendre le chemin et va le transformer en fait en une stream de caractère, une stream, il va faire tout simplement un file open, donc une stream. Cette stream, qu'est-ce que je veux? C'est tout simplement l'envoyer, donc je suis en train de juste d'ouvrir la stream, je veux l'envoyer à un autre agent qui lui va attendre, il est en cours d'attente, qui va crypter en fait la stream. Je suis véritablement en train de faire des blocs de code asynchrones, parce que on peut les utiliser naturellement avec le couple async wait, et une fois que j'ai crypté, j'ai un agent de copie. Alors pourquoi je suis en train d'utiliser des blocs et des bouts de code différents? Parce que je pourrais très bien, à la limite, venir plugger d'autres objets, d'autres objets entre ces différents blocs. Par exemple, je pourrais très bien avoir un agent de cryptographie,
mais il y a aussi un agent qui décrypte le message. D'accord ? Donc du coup, si j'exécute mon bout de code, là c'est parti, on voit qu'il est en train de traiter en haut le parcours de fichier, et vous voyez, petit à petit, tout le monde est en train de travailler, c'est complètement asynchrone, hein, naturellement. Tout le monde est en train de travailler. Voilà, le nombre de fichiers traités, le parcours du disque, ça va très très vite. Il a fini. D'accord ? Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui tournera tout le temps. Donc je sais que ce bloc-là, je pourrais le réutiliser un autre jour. D'accord ? Mais il est en train de crypter. Alors le jour où il va tomber sur une vidéo, par exemple, qui fait 4 gigs, à crypter, ça va mettre du temps. Donc les autres, ils vont être en attente, hein, naturellement, le temps que... voilà, hein, là, il est en train d'ouvrir les streams. Et vous voyez, je suis en train de crypter le fichier, mais tant que je suis en train de crypter le fichier, je suis aussi en train de le copier. Il y en a d'autres que je copie. Voilà, et comme ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça plante, parce que c'est moi qui l'ai développé. Du coup, tu coupes ça. Et je peux arrêter à n'importe quel moment. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Je rentre pas dans le détail des codes, c'est pas très intéressant. Vous avez ces démos d'ailleurs, j'avais fait un article dessus. J'adore ces démos là, que tu as faites, Eric, parce que ça donne le côté vraiment Lego au concept de blocs. Là, quand on assemble les blocs les uns avec les autres, on a l'impression de jouer au Lego. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, on est un peu à la bourre. Alors, on est un petit peu en retard, par contre, en termes de notre planning. Donc, on n'a toujours pas parlé de la PPL, donc la Parallel Pattern Library, qui est le pendant de la TPL, mais cette fois-ci pour code natif, donc pour du C++. Donc, on avait effectivement en Visual Studio 2010 des fonctionnalités qui étaient déjà présentes, telles que le Parallel for, Parallel for each, Parallel invoke. Le concept de tâche était représenté par un concept un petit peu différent de ce qu'on avait dans la TPL. Ce sont les task handle, les task group. On aime ou on n'aime pas. Et donc, on avait aussi des containers concurrents donc, qui permettaient d'accéder de manière multithreadée, mais cependant sécurisée, les données qu'ils contiennent. Donc on avait les concurrent queue, concurrent vector et combinable. Voilà, donc en Visual Studio 2011, on a de nouveaux algorithmes parallèles qui ont été ajoutés. Donc à la demande populaire, le parallèle sort a été ajouté. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Ça te plaît, ça, je sens les gars du comité de normalisation ISO qui C++, naturellement, là on a affaire à du lourd, qui sont là. Ils sont contents. Ça s'utilise de la même manière hein, que le transform séquentiel en fait. Donc il n'y a pas de souci. C'est assez pratique. Donc ça, je pense que c'est des choses qui étaient très attendues effectivement. Le parallel reduce qui est aussi intéressant justement pour faire la consolidation de données qui a été calculée dans différents threads. Je ne vais pas avoir le temps de m'attarder là-dessus par contre. Au niveau tâche, on a effectivement la classe task de T qui a été introduite et qui est vraiment le pendant de ce qui existe en TPL avec des méthodes de continuation Zen, WhenAll, WhenAny. Et effectivement, au niveau des containers, on a toute une liste de nouveaux containers qui ont été ajoutés. Voilà. Ce qui est très important de regarder, c'est là on va faire une petite digression sur quelque chose que je n'ai pas le droit de vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Je n'ai pas le droit de vous le dire parce que ça fait quand même 2 jours qu'on en parle, c'est sur Windows 8. Windows 8, il est fortement asynchrone. C'est-à-dire que lorsqu'on va développer des applications métro, ou lorsqu'on fera en métro, que ce soit en C++ ou que ce soit en .NET, il faudra penser à synchronisme. Donc on imagine bien aujourd'hui que l'async et le wait va venir s'insérer dans cette stratégie de développement simple dans Windows 8. D'ailleurs, pour les curieux qui ont déjà regardé .NET 4.5, vous avez vu qu'il y a des méthodes dans .NET 4.5 qui finissent par A5. Hein, donc ça, c'est en prévision de toute la synchronisme. Je ne rentre pas dans les détails de Windows et de ce qu'il y a en dessous, hein, de Windows 8. Mais la continuation là qu'on voit dans la tâche, hein, dans la notion de futur et de tâche, continuation qui est illustrée par le task.zen, rentre justement dans ce cadre de développement asynchrone sur Windows 8 et on va simplifier même pour les développeurs C++ la possibilité de faire de l'asynchronisme dans Windows 8. Donc ça c'est extrêmement important. Tu voulais rajouter quelque chose ? A priori c'est bon pour moi. Donc voilà, ça évolue, elle va évoluer aussi hein, cette PPL pour justement ce genre de système d'exploitation. Donc là je vais faire, il reste combien de temps ? Je vais faire une petite démo très rapide.
de Parallel Pattern Library, les quelques nouveautés. Voilà. Ah mais non, mais c'est toi. Là, en fait, c'est les N-bodies, mais en code natif. Donc, on va regarder ça rapidement. C'est vraiment c'est toi. Ça va aller très très vite. C'est plus rapide. Donc, grosso modo, c'est exactement le même algorithme que ce qu'on a vu en manager, à part que là, il est écrit en natif. À remarquer, effectivement, lorsque l'on démarre les calculs, que l'on utilise le task de Void, donc qui est la nouvelle construction disponible en .NET 4.5. Sinon, on retrouve notre double boucle dans la version parallèle. Je passe directement à la version parallèle. Donc la première boucle la plus externe a été parallélisée. C'est un parallèle fort maintenant. On utilise les combinables pour répartir les données qui vont être calculées entre les différentes tâches. On réalise notre calcul ici. Et ensuite, on va combiner les différents écarts de vitesse qui vont être calculés par chacune des tâches dans les vitesses globales et mettre à jour nos coordonnées. Voilà. Donc, si on exécute ce programme, on va obtenir des résultats extrêmement similaires à ce qu'on a déjà vu dans la version managée, à part que les petites étoiles ont été remplacées par des carrés. Voilà. Au niveau CPU, on observe la même chose sur la version séquentielle, c'est-à-dire qu'on oscille entre 25 et 30% d'utilisation CPU, c'est-à-dire qu'on tourne sur un cœur. Si on fait tourner l'algorithme parallèle, donc le framerate est passé à 40 par seconde et on est à 100% d'utilisation de tous les cœurs. Donc là aussi, comme le disait Eric, effectivement, l'idée en C++ de pouvoir limiter le code de plomberie au maximum, on en a toujours, hein, je veux dire, on a toujours des threads en sous-jacent, on va toujours être obligé de déterminer quelles sont les parties de l'algorithme qu'on décide de paralyser, où est-ce qu'on va stocker les données. Donc on est toujours obligé de le faire. Mais on n'a pas de code de synchronisation entre les différents threads. Tout ça, c'est géré en fait dans le parallèle fort. Alors, quelques nouveautés. On a effectivement ce qu'on appelle une notion de futur. On l'a noté ici, tasse de thé. Par exemple, je vais vous donner un exercice. Vous avez 3 minutes pour exécuter un petit bout de code sur une thread, puis sur une autre thread, et puis faire le résultat, juste une addition. Hein. Comment vous faites ça, juste en utilisant les threads. Bah là, vous allez voir, c'est très très simple. Hein. Il suffit tout simplement de faire le résultat plus l'autre résultat, et puis d'attendre, et ça le fait automatiquement. On a une notion de continuation, ça c'est important, on va le voir. On a aussi cette notion d'événement, c'est quand même vachement sympa. Alors là, j'ai mis un int, mais j'aurais pu mettre une structure, j'aurais pu mettre n'importe quoi. On va démarrer une tâche en lui passant en fait ce task completion event, et puis on va dire à une autre tâche, tu vas attendre sur cette task completion event. Et puis cette dernière tâche sera réveillée lorsque je vais signaler le fait que je peux le faire. On a aussi, je vais pas revenir sur les algos WhenAll, WhenAny. Par contre, grosse différence qu'on a par rapport à que C++ propose par rapport à .NET, on n'a pas la sync, on n'a pas le wait, mais on a une syntaxe assez sympa, hein, à base d'opérateurs qui permettent d'identifier en fait un WhenAny ou un WhenAll. Ça, c'est quand même assez sympa comme syntaxe. C'est celle qui marche aujourd'hui dans la version de build. Bon, d'accord. Petite démo, rapidement, avant de conclure. Démo rapide. Alors. J'ai mes tâches. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on a cette notion de tâche. Donc on revient on se synchronise en fait avec TPL, avec .NET. Une lambda expression à la C++, d'accord. Donc là, une lambda sans état qui retourne, un int qui retourne 21. J'utilise une nouveauté, en fait, un nouveau template qui est disponible maintenant parce qu'il y a plein de templates disponibles, de nouveaux templates disponibles dans Visual Studio 11 pour C++, pour attendre une petite seconde, et je vais retourner 21. D'accord ? Je vais faire la même chose sur celui-là. D'accord ? Donc j'exécute en fait mon code. Et derrière, si je veux faire le calcul, il suffit tout simplement de faire un t1.get
le résultat. Donc il va attendre sur ce get que ça soit fini. J'en veux pour preuve, on va aller voir un petit peu le get. Ben, le get, il fait tout simplement un wait. D'accord ? C'est voilà. Il attend, et une fois qu'il attend, il retourne le résultat. On voit bien que c'est du C++, il y a des underscores. Voilà. Ok, donc ça c'est une chose. Je ne l'exécute pas. Alors, vous me exercice pour demain, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, hein, vous me le faites en thread. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. Bien. Je relèverai les copies. Hein. Bon. Autre chose, par exemple, ici j'ai pris une structure toute bête, hein, qui s'appelle test, qui prend A et B, qui a A et B comme membres. Ce que je suis en train de faire, c'est de créer en fait mon task completion event avec un type structure. Je démarre en fait une nouvelle tâche, d'accord ? Cette nouvelle tâche, elle est en train de faire des calculs, donc extrêmement compliqués, et puis j'alimente en fait ma structure avec des valeurs 21 par exemple, et je signale et je lève l'événement en gros. Donc on peut imaginer que j'ai quelque chose qui attend, hein, et qui dit tiens, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ? Pour pouvoir gérer ça, c'est tout simplement de cette manière-là. J'ai une tâche qui prend. Alors regardez, il faut quand même que j'ai une synchronisation, une homogénéité en fait entre les types qui sont gérés. J'ai ma tâche, je la crée, d'accord ? Donc elle est créée ici, et je lui passe pas n'importe quoi, je lui passe mon task completion event, d'accord ? Pas de new pour ceux qui ne connaissent pas C++, je suis pas obligé de faire un new là, je pourrais le faire, hein, mais je le fais pas dans ce cas-là. Et puis derrière, je récupère la valeur. Donc vous voyez, je suis carrément en train d'exécuter, en fait, de démarrer une tâche qui elle va attendre, qui va pas consommer de ressources, et après je peux faire le calcul. De la même manière, le one-all, le one-any, j'ai un certain nombre de tâches, et puis je vais parvenir dans l'exécution du code. Hein, vous me faites confiance, vous savez que ça marche. Une appli console avec trois lignes de code. Si là je la plante, celle-là, c'est vraiment la honte. Ça marche pas, c'est pour ça que je la démarre pas. Non, c'est des attends. Alors, faut compiler, c'est compliqué. C'est un peu moins rapide que d'autres. Donc pareil, non, voilà, vous voyez, il y a une erreur. Bon, alors, je vous l'avais dit. Donc, on imagine quand même de cette synchronisation avec .NET. Dernier petit point avant de vous laisser, il reste une petite minute, j'ai une autre session, là, celui-là je cavale aujourd'hui, j'ai une autre session. Au niveau du debug, je vais peut-être m'arrêter, voir, on va mettre tous les blocs, on va se mettre là, je sais que ça tourne. Attendez, je compile pour voir comment ça se fait que ça marche pas. Un failed. Qu'est-ce qu'il me dit? Winmain fonction retourne value. Oui, d'accord, bon, écoute, ok. D'accord, on va juste faire ça. C'est moi. Voilà. Je voulais corriger un bug chez Microsoft. Tu mets en commentaire. Non, je déconne. Je déconne. C'est enregistré. Et là, tu coupes. Hein. Je suis un homme mort. Il est fou, quoi. Non, vraiment, je déconne. Hein. C'est parce que c'était juste une démo. Hein. Voilà, regardez, ça va marcher. Ah, putain. Ah, le con. Alors, je suis là, qu'est-ce qu'il me fait? Hop. J'ai l'impression, j'ai quand même... Voilà. Bon, si ça ne marche pas, on va abandonner. Voilà. Là, c'est en commentaire. Donc, si je mets... Hop, c'est juste pour mettre un petit point d'arrêt ici, vous montrer... et finir par ça. Hop. Donc là, lorsque je vais débugger, vous connaissez celle-là, parallel task, parallel stacks, les deux. Vous avez maintenant le parallel wash. Le parallel wash va vous permettre justement de regarder, lorsqu'on a un parallèle fort par exemple, on sait qu'on a une variable en fait i, z, on veut savoir sa valeur à un instant t dans les différentes threads. Alors, on pouvait le faire naturellement, hein. Il fallait que je switch de thread à thread, mais là, je suis en train de centraliser la vue de wash. Vous remarquerez aussi que j'ai un nouveau GPU thread qui vont permettre de débugger aussi sur le GPU. Alors ça, c'est
extraordinaire pour ceux qui font du GPU, parce que pour l'instant, c'est quand même assez compliqué de débugger sur du GPU. Et puis, en termes de nouveautés au niveau des outils, naturellement, l'analyse de performance permet aussi d'analyser ce qu'il y a sur le GPU, etc., etc., etc. Voilà, on en a fini. J'ai 1 minute de retard. On est désolé pour les questions, mais il y a Erwan qui est là, et moi, je file à ma session. Merci beaucoup de votre attention.